Bonjour à tous, donc nous avons rendez-vous aujourd'hui pour faire la correction de l'activité 3, circuits en série et en dérivation, du thème 2, chapitre 5, les circuits électriques. Les rappels habituels, le programme, et on y va donc pour les parties mémorisation. Donc, QCM, quelle forme d'énergie a pour effet de mettre en mouvement un objet? Ça doit devenir des automatismes, c'est pour ça qu'on le fait. Le mouvement, c'est l'énergie cinétique. Quelle forme d'énergie a pour effet de faire fonctionner les appareils électriques et électroménagers? C'est l'énergie électrique. Comment appelle-t-on un matériau qui laisse passer le courant? Il y a plusieurs propositions, donc c'est un matériau, il est conducteur. Comment appelle-t-on un composant électrique qui comporte deux bornes, une borne d'entrée et une borne de sortie? Donc ça, c'était pour vérifier votre connaissance du vocabulaire sur la partie électricité. Donc on appelle ça, il y a plusieurs possibilités, c'est un dipôle. Quel est le symbole de la grandeur appelé intensité électrique? Attention, on veut le symbole de la grandeur et pas celui de son intensité. Est-ce que c'est E? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est I? Ou est-ce que c'est int? La bonne réponse était I. Conversion. La masse d'une orange vaut environ 75 grammes. On vous demandait de le convertir en kilogrammes. Et là, je vous précise à chaque fois les conditions. Donc, il faut entrer un nombre, ne pas écrire l'unité. Et lorsqu'on a besoin d'écrire un nombre à virgule, il faut mettre un point et pas la virgule, sinon le logiciel il ne comprend pas. Donc, vous utilisez un tableau, un brouillon dans votre tête. Et donc, vous devez arriver à dire que une orange en kilogrammes, ça fait 0,075 kg. Proportionnalité. Donc, on a vu d'après le chapitre sur la densité, donc qui commence à remonter un petit peu, que la masse et le volume d'un objet sont proportionnels entre eux. Prenons un exemple, une bûche de bois de masse 3,568 kg pour un volume de 5 litres. Et là, je vous demande, si on sait que cette bûche en bois, elle a cette masse-là avec ce volume-là, vous devez être capable, en maîtrisant la proportionnalité, de calculer et de prévoir la masse d'une bûche qui aurait un volume de 8 litres. Donc ici, je vous donne encore une fois les conditions. Donc répondre à un nombre seulement sans unité, arrondir au troisième chiffre après la virgule et je vous mettais ici à quoi ça doit ressembler. Et pour un nombre à virgule, mettre un point à la place de la virgule. Donc comment est-ce qu'on fait? Pour la proportionnalité, vous devez faire votre petit tableau que vous avez appris en maths. Donc vous avez ici 3,568 kg correspond à 5 litres. Combien vaut 8 litres? Donc pour faire ça, vous devez faire que ce que vous cherchez là, c'est 3,568 fois 8 divisé par 5. Donc on va le faire. On a dit 3,568 fois 8 divisé par 5. Donc ça fait 5,7088. Et je vous ai dit 3 chiffres après la virgule. Donc vous écrivez 5,709. Schématisation, l'Erlenmeyer et la coupelle, où est-ce qu'ils se trouvent? Donc on regarde, l'Erlenmeyer, c'est celui-ci, et la coupelle, c'est ça. Allez, on y va pour la nouvelle activité. Donc là, c'est l'activité qui est importante, c'est la dernière du chapitre. C'est la plus difficile parce qu'elle regroupe beaucoup d'informations. Et c'est surtout pour que vous arriviez à bien différencier ce qu'est un circuit en série et un circuit en dérivation, et qu'en plus, vous commenciez à connaître un petit peu les caractéristiques ou les propriétés de ces circuits. Qu'est-ce qui se passe dans ces circuits? Qu'est-ce qu'on peut savoir à l'avance et qui se passe toujours dans ces circuits? Donc vous aviez une petite vidéo qui vous permettait de comparer, de regarder des schémas, etc., etc. Vous deviez la regarder. Et ensuite, vous aviez des questions. Donc, observez le circuit suivant. Dites s'il s'agit d'un circuit série, circuit en dérivation ou ni l'un ni l'autre. Rappelez-vous la différence fondamentale. Un circuit en série, c'est une seule boucle. C'est comme si vous aviez un fil, un collier. Dessus, il y a des perles plus ou moins grosses. Mais vous n'avez qu'un seul fil. Alors que le circuit en dérivation, vous avez plusieurs fils que vous appelez en fait des boucles. Donc ici, on a un circuit en série. Ici aussi, puisque
si on regarde bien, le fil il part de la pile, il va à la première lampe, qui va à la deuxième lampe, qui retourne à la pile. Donc c'est un circuit en série. Ici par contre, on a 2 boucles. Ça veut dire qu'on peut passer de la pile en haut jusqu'à l'ampoule bleue en bas et revenir à la pile sans passer par l'ampoule rouge. Et à partir du moment où on peut prendre un chemin qui ne passe pas par tous les dipôles ou par toutes les perles si vous préférez, on appelle ça un circuit en dérivation. Donc ici on est toujours en dérivation puisqu'on peut passer par la lampe numéro 1 sans passer par aucune des autres. C'est une autre façon de le représenter, mais c'est toujours un circuit en dérivation. Donc vous savez maintenant reconnaître et identifier si c'est un circuit en série ou en dérivation. On va vérifier que vous avez bien compris la semaine dernière comment est-ce qu'on mesure expérimentalement des grandeurs électriques. Donc notamment l'intensité électrique et la tension électrique, c'est-à-dire avec quel appareil, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on le branche, tout ça c'est très important. Donc quel est le symbole de l'appareil qui permet de mesurer une intensité du courant électrique? Donc souvenez-vous, l'intensité du courant électrique, on la mesure en ampères grâce à un voltmètre qui, quand il est branché comme ça, s'appelle un ampèremètre. Donc son symbole c'est celui-là, c'est le A. Lorsqu'on désire mesurer l'intensité d'un courant électrique, il faut placer l'ampèremètre en série ou en dérivation. Ça, c'est des choses que vous devez apprendre, même si vous ne les comprenez pas, même s'il y a une logique derrière, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus, sinon vous allez avoir des gros problèmes en électricité. Donc il faut se souvenir que l'intensité d'un courant, c'est combien d'électrons traversent le circuit, ou traverse l'ampoule, ou traverse le moteur. Et donc pour calculer cette intensité, l'ampèremètre a besoin d'être traversé par ce courant, donc il faut le placer dans le circuit. En série dans le circuit, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ouvre notre circuit et on insère, on ajoute notre ampèremètre à l'intérieur. Alors sur le multimètre, ça c'est un des modèles possibles de multimètre. Vous avez en bas 4 bornes possibles, ça ce sera souvent, voire toujours le cas. Vous en avez toujours une qui s'appelle COM, qui est la borne commune à toutes les mesures, intensité ou tension. Il y en a également 3 autres qui permettent de mesurer soit l'intensité du courant, soit la tension du courant. Ici, je vous demande, et ça je vous l'ai dit dans l'activité précédente, donc ça fait partie de votre cours à apprendre, je vous demande en plus de la borne COM, sur quelle borne devez-vous vous brancher pour mesurer l'intensité d'un courant. Donc l'intensité, on la mesure en ampères. Ça veut dire qu'en plus de la borne COM, vous devez brancher le deuxième fil sur une des sorties qui est marquée en ampères. Donc cette différence-là, cette existence des 2 sorties à droite, MA pour milliampères et 10A pour 10 ampères, cette différence-là, je ne vous l'ai pas expliquer parce qu'elle n'est pas nécessaire à votre niveau. Vous, ce que vous devez retenir, c'est que une des 2, ça va dépendre en fait de l'intensité du courant, il faut brancher sur une des 2. Donc vous cliquez sur celle-ci ou l'autre, dans les 2 cas ça fonctionnait. Donc nous avons vu que le courant a un sens de circulation, les appareils se branchent donc eux aussi dans un certain sens. Comment est-ce qu'on doit relier l'ampèremètre dans le circuit pour mesurer l'intensité? Donc ça, je vous l'ai dit aussi, c'était marqué sur son petit symbole. Et là, vous avez quelque chose qui vous aide. Est-ce que vous avez remarqué que sur ce multimètre, vous avez la sortie COM qui est en noir, les autres sorties qui sont en rouge. Vous vous souvenez, le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Et on vous dit le courant il va du plus vers le moins. Donc ça c'est un moyen pour vous aider de vous souvenir. Ce que vous devez retenir, c'est que quel que soit le multimètre utilisé, quelle que soit la grandeur mesurée, l'entrée du courant, elle est au niveau de ce qu'on mesure, les ampères ici ou si on voulait mesurer les volts, et la sortie se fait par la borne COM.
Donc pour la grandeur, intensité du courant, si ça allait bien, si vous aviez tout compris, vous pouviez passer rapidement à la vidéo qui est juste après. Au cas où certains avaient encore des problèmes pour comprendre cette intensité, son branchement, vous aviez ici une vidéo qui vous permettait de faire un rappel sur les choses essentielles à retenir de l'intensité. Donc c'était une petite vidéo courte que vous pouviez regarder ou pas. Quel est le symbole de l'appareil qui permet de mesurer la tension? Donc la tension, c'est en volts, c'est ça. Lorsqu'on désire mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, il faut placer le voltmètre en série ou en dérivation sur le dipôle. Et donc c'est là que c'est important de comprendre vraiment ce qu'est la grandeur. La tension, on l'avait vu dans la vidéo avec, où on faisait l'analogie avec la station de ski. La tension, c'est une différence. Comme il y a une différence d'altitude dans la station de ski, pour pouvoir aller en altitude bien plus haut et ensuite descendre la piste. Si jamais le point de départ et le point d'arrivée étaient à la même altitude, franchement, vous vous ennuieriez sur un ski à plat. Donc, une différence, on va passer sur la différence de quoi? Une différence est nécessaire dans la tension, comme une différence d'altitude. Et donc cette différence, elle existe tout le temps, que votre objet, que votre appareil soit branché ou pas. Et donc c'est pour ça que vous le mesurez directement d'un côté et de l'autre de votre appareil. Donc on le branche en dérivation sur le dipôle, puisque le fait de le brancher d'un côté et de l'autre va nous permettre de mesurer s'il existe une différence et à combien elle est cette différence. Tous ceux qui ont fait des tactiléos comprennent ce que je ressens maintenant. Allez, on continue. Donc, sur le multimètre. Maintenant, on est toujours dans la tension. Hein. En plus de la borne com, même question. Sur quelle borne devez-vous brancher pour mesurer la tension d'un courant? Ici, c'est facile pour la tension. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est celui-là à gauche qui est marqué volt. Pareil que pour l'intensité, je vais vous proposer une petite vidéo ici pour revoir les essentiels si ça n'allait pas. Si ça allait, vous passez rapidement. Pour finir, on avait l'étude de quelques circuits qui étaient composés d'un générateur et de 3 ampoules identiques. À chaque fois, les circuits étaient réalisés à partir de ça. Et là, ce qu'on vous demandait, c'était de retrouver le schéma qui correspond au montage. Donc le montage, les images, vous pouviez les agrandir. Et donc, il vous fallait choisir le schéma correct. Donc ici, si on regarde cette image-là, nous avons notre générateur. Et si on suit le premier fil qui sort de la borne plus, il va à l'ampoule, qui va à l'autre ampoule, qui va à l'autre ampoule. Donc, on n'a pas le choix. Si on prend le chemin, on passe par tous les dipôles. On a donc un circuit qui est en série. Et là, si on regarde, le seul circuit qui est en série et qui correspond bien à ce qu'on a là, hein, on voit qu'on a le générateur, puis une ampoule, une deuxième, une troisième. Donc c'est celui-là. On recommence avec le circuit numéro 2. Ici, vous aviez, pour vous aider, des fils de différentes couleurs. Donc, vous voyez le fil rouge qui part du plus, qui va à la première ampoule, qui repart au générateur avec le deuxième fil rouge. Mais on a aussi du fil rouge de l'ampoule numéro 1, un fil bleu qui part, qui va à la deuxième ampoule, et le bleu qui repart dans le rouge. Et du bleu de la deuxième ampoule, un fil jaune, etc. Donc en fait, ça c'est un circuit en dérivation. Et parmi les propositions là, on voit que c'est celui de droite où il y a une ampoule sur une ampoule et la troisième sur la deuxième. Nous arrivons au troisième circuit. Donc là, on commence à avoir des circuits un petit peu plus compliqués, mais toujours avec les fils de couleur pour vous expliquer et pour vous permettre de bien observer ce qui se passe. Donc vous avez le fil rouge qui part à la première ampoule, qui est relié à une deuxième par un fil jaune. Et puis vous avez à la sortie de la deuxième ampoule un fil rouge qui repart au générateur. Donc ça, c'est la première boucle, où dans cette première boucle, vous avez 2 ampoules qui sont reliées l'une à côté de l'autre en série.
Et sur ces deux ampoules, vous avez un fil bleu qui part d'un côté de l'une, qui passe par une ampoule et qui arrive de l'autre côté de la deuxième ampoule. Donc là, si on regarde, c'est du coup cette schématisation-là, celle de gauche. Et enfin, le circuit numéro 4, qui est normalement le dernier. Vous avez donc un fil jaune, une ampoule, le jaune a une deuxième ampoule et le jaune qui revient, c'est votre première boucle. Mais là, la différence par rapport au circuit qu'on vient de voir, c'est que la troisième ampoule, vous voyez, en bleu, elle est branchée sur une seule des deux ampoules. Vous voyez qu'elle rentre d'un côté d'une ampoule, et par rapport à tout à l'heure où elle était reliée à l'autre côté de la deuxième ampoule, là, elle est sur une seule. Et donc, si on regarde au niveau du schéma, la seule possibilité, c'est celle-ci. Alors, on réalise le circuit suivant. Vous avez un générateur, vous avez un petit moteur, une lampe, un interrupteur, un ampèremètre à gauche qui indique une valeur et un ampèremètre à droite où on ne lit rien. On vous dit de vous rappeler ce que vous avez appris sur la propriété d'un circuit en série pour répondre à la question. Donc, quelle intensité du courant va indiquer l'ampèremètre 2 ? Ce que vous devez retenir, c'est que ici, nous avons un circuit en série. Et dans un circuit en série, quel que soit l'endroit où on se trouve, l'intensité est toujours la même. Donc, si l'ampèremètre 1 indique 0,25 A, l'ampèremètre 2 va indiquer 0,25 A également. Et là, c'était un petit bilan pour vérifier que vous aviez compris. Donc, vous avez les 4 circuits qu'on vient de voir. Vous avez dans ces circuits des ampoules qui sont numérotées. On vous dit que dans chacun des circuits, on dévisse l'ampoule numéro 1, la L1, et on vous demande de préciser, de réfléchir et d'anticiper si les ampoules 2 et 3 vont être allumées ou éteintes. Donc ça, c'est pour bien comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre circuit en série et circuit en dérivation. Si on prend le circuit numéro 1 et qu'on dévisse l'ampoule, vous voyez bien que le circuit va devenir ouvert. Ça veut dire que le courant va arriver au niveau de l'ampoule L1 et ça va s'arrêter là. Et ça ne va pas rejoindre le générateur de l'autre côté. Donc, le courant ne va pas circuler. Si l'ampoule L1 est éteinte dans le circuit numéro 1, l'ampoule 2 également et l'ampoule 3 aussi. Circuit numéro 2. C'est là où je vous disais, vous pouvez passer par plusieurs boucles. Donc, si la L1 elle est éteinte, est-ce qu'on peut passer à partir du plus du générateur et arriver au moins en passant par la L2 sans passer par la L1? Comme on peut le faire, que la L1 l'ampoule numéro 1 soit ouverte, soit allumée ou éteinte, vissée ou dévissée, ça ne change rien. Donc comme on peut faire le chemin par la L2, elle va être allumée et la L3 c'est pareil. Le circuit numéro 3. Est-ce qu'on peut passer par la L2 sans passer par la L1 qui est dévissée? On ne peut pas. Donc ça veut dire que si on part du plus, on passe par la L2 et comme on arrive à la L1, le courant s'arrête ici puisque la L1 est dévissée. Et comme le courant ne rejoint pas la borne moins du générateur, alors l'ampoule L2 va être éteinte également. La L3 par contre, on peut partir du plus, passer par la L3, arriver au moins, sans passer par la L1 qui est dévissée, donc elle va être allumée. Et pour le circuit numéro 4, on part du plus, on arrive à la L2, et quand on veut retourner au moins, on passe forcément par la L1. Donc forcément, on va être éteint. Et la L3, c'est exactement la même chose. Et c'est là où vous voyez la différence. C'est là où vous voyez que dans le circuit en dérivation, circuit 2, circuit 3, circuit 4, suivant où sont placés les différents dipôles, ici les différentes ampoules, suivant comment sont reliés les différents éléments entre eux, vous n'allez pas avoir le même résultat. Vous voyez que dans le circuit 2, les deux autres ampoules sont allumées. Dans le circuit 3, il n'y en a qu'une seule qui est allumée. Dans le circuit 4, aucune des deux. Donc l'activité, elle est terminée. Vous avez ici pas mal d'informations à retenir. Donc comme ça fait beaucoup en volume à écrire, je vous donne le PDF en même temps que je vais mettre cette correction en ligne. Mais, je vous disais, ça ne vous dispensez pas de regarder les différents éléments à retenir qui sont notés là. Donc le circuit en série, c'est un circuit composé d'une seule boucle qui comporte au moins un générateur et un dipôle récepteur.
Vous aviez un exemple ici. Les caractéristiques à retenir. Donc c'est lorsqu'on modifie l'ordre des branchements des dipôles, c'est-à-dire si vous avez L1 à gauche et L2 à droite, ou si vous les inversez, on ne modifie rien parce que le courant électrique est le même dans tout le circuit. Et ça, on le vérifie avec un ampèremètre. Quel que soit l'endroit où vous placez l'ampèremètre, vous avez toujours la même intensité du courant. Mais comme vous avez toujours la même intensité du courant, plus vous allez mettre d'ampoules, plus les lampes vont s'affaiblir en intensité, puisque cette intensité du courant va être partagée, divisée dans les différentes ampoules. Lorsque un dipôle est en panne, tous les dipôles cessent de fonctionner. Si le dipôle est en panne, c'est comme si c'était un interrupteur qui fait que le circuit devient ouvert. Lorsqu'un dipôle récepteur, donc ça veut dire une ampoule par exemple, est court-circuitée, il ne fonctionne plus, et les ampoules possèdent alors un éclat plus fort, qui risque de les faire griller. Donc ça, on reviendra sur le court-circuit plus tard, l'année prochaine en détail, ne vous inquiétez pas. Le circuit en dérivation maintenant. La définition du coup, c'est qu'il y a plusieurs boucles, il y a au moins un générateur et au moins 2 récepteurs, qui forment au moins du coup 2 boucles. Donc on peut passer par l'un ou l'autre des récepteurs sans passer par l'autre. Donc il y a un nouveau vocabulaire. Le nœud, ici en noir, correspond au point de connexion de plusieurs fils, donc l'intersection de plusieurs boucles. Et après vous avez les branches. La branche principale, c'est celle qui contient le générateur, ici en rouge. Et les branches dérivées, c'est les portions sans générateur. Donc en bleu pour la portion qui est au niveau de l'ampoule d'en bas et en vert pour celle du milieu. Donc les caractéristiques, la position des dipôles a une importance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple des 3 ampoules. Suivant comment elles sont placées, on n'a pas le même résultat. L'éclat d'une lampe reste le même quel que soit le nombre de dipôles récepteurs. Ça veut dire que là, l'intensité du courant, elle n'est plus partagée entre les différentes ampoules, puisque on peut passer du générateur à une ampoule sans passer par l'autre, donc ça ne se partage pas, ça ne se divise pas, les ampoules vont avoir la même luminosité. Lorsqu'un dipôle est en panne, c'est là qu'on voit l'importance. Si il est en panne, tous ceux qui sont dans la même branche, ça veut dire tous ceux qui doivent passer par lui pour aller au générateur, ils vont être en panne, c'est ce qu'on a vu. Mais tous les autres dipôles qui vont être dans d'autres branches vont continuer de fonctionner. Donc cette activité est terminée. Merci à vous tous pour votre travail et prenez bien soin de vous.